Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live du LabRH. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Crosstalk, qui est un format qui réunit tous les mois deux startups adhérentes du LabRH qui vont allier leur expertise pour venir décrypter un enjeu RH. Donc aujourd'hui, pour cette session, on va plonger dans un sujet qui touche à la fois sur du juridique, de la stratégie et forcément de l'humain, mais qui prend aussi une nouvelle dimension avec l'essor de l'IA et que plusieurs d'entre vous peuvent certainement vivre au quotidien. Donc, on va parler de comment exploiter la data RH pour faciliter le dialogue social. Donc, pour ce crosstalk aujourd'hui, je suis dans un premier temps accompagnée de Séverine Loureiro, qui est directrice générale du LabRH et qui, pour commencer cette session, va vous partager quelques mots d'introduction. Merci Amélie et bonjour à tous. Pour cette petite intro, Amélie, j'ai un très gros retour. Coriol, Max, vous avez un retour? Ouais. Amélie, il y a un souci de son. Merci, c'est bon. Donc pardon si vous avez eu cet écho chez vous, vous m'avez entendu en double. Je sais que pour certains ça peut être agréable, mais pas pour tout le monde. Donc petite intro sur le dialogue social, qui est un sujet crucial. C'est crucial aussi parce que c'est presque l'une des seules activités en entreprise où une erreur peut quasiment systématiquement se traduire en délit d'entrave. Donc ça met pas trop en confiance les RH qui ont à le gérer, qui sont parfois pas toujours outillés, on va en reparler. Mais clairement, des listes électorales, des PV, la base de données économiques, sociales et environnementales, si on se trompe, ça pardonne rarement. Les représentants du personnel, à juste titre, attendent des données fiables, attendent des informations à jour. Donc, on pardonne rarement. J'entends plus Séverine, je ne sais pas si je suis le seul. Pareil. Il y a un petit souci avec l'audio de Séverine. Avec la connexion, puisque l'image semble figée aussi. Alors, hop. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser le temps à Séverine de régler effectivement le petit souci technique qu'elle rencontre. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est de présenter les intervenants qui sont nos experts du jour et qui vont nous accompagner aujourd'hui dans ce cross-talk. Et puis, on reprendra Séverine juste après qu'elle revienne donc avec nous. Donc, nous avons avec nous donc Max Godet, qui est directeur général de WeChoose. WeChoose, qui est une solution clé en main pour simplifier les élections CSE par vote électronique, mais aussi des élections en ligne automatisées ou encore formation des élus sur les référendums. Donc, bonjour Max et bienvenue parmi nous. Bonjour et merci beaucoup. Nous avons également pour l'accompagner Coriol Boucan, qui est CEO de Staffdesk, une plateforme collaborative donc, de pilotage RH et financier par la data IA pour automatiser les reportings sociaux et légaux. Bonjour Coriol. Bonjour Amélie. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui en tout cas. Donc l'ambition, c'est de pouvoir vous proposer un éclairage de la thématique en plusieurs tours, voilà, pour vous permettre, de comprendre le sujet et en quoi il est un enjeu important en entreprise, le rendre concret avec des exemples et des cas d'usage et aussi passer à l'action. Et on conclura par un temps de questions-réponses. Je vois que Séverine est revenue. Donc, ce que je vous propose, maintenant qu'on vous a présenté les intervenants et le déroulé, c'est peut-être de reprendre les quelques mots d'introduction que tu avais pour nous. Malheureusement, ça a coupé un petit peu. Ah, d'accord. D'accord, je te laisse reprendre. Alors, attends, ça a coupé où? On a eu une première phrase et après, ça a coupé assez vite. Donc, je te laisse reprendre. Ok. Je me suis pas coupée, moi, sur vous. Alors, le dialogue social, je le disais, on a toujours l'écho. Très délicat. Vous avez toujours l'écho là? Non, c'est bon. Ouais, Amélie, juste te mettre en mute. Ouais, je pense qu'Amélie, il faut que tu sois en mute quand tu parles pas.
Il y a un problème avec Restream parce que ça, on le fait quand même toutes les semaines. C'est bon pour vous, Max? Ouais, Coriol. Super. Ça y est. Merci. Je pense qu'il y a un souci avec l'outil là aujourd'hui. Bon, si vous avez entendu les premières phrases, vous m'avez entendu dire que c'était un sujet crucial, le dialogue social. Bon, quand je dis ça, j'enfonce des portes ouvertes. Malgré tout, il y a quand même une réalité qu'il faut qu'on prenne en compte quand on parle de dialogue social, c'est que c'est presque la seule activité dont une erreur peut quasiment se terminer systématiquement en délit d'entrave. Les listes électorales, les PV, la base de données économiques, sociales et environnementales, des erreurs sur ces thèmes-là, ça ne pardonne pas. Les représentants du personnel attendent à juste titre des infos et des datas fiables, à jour. Et c'est sur ces infos-là que repose souvent cette relation de confiance que les RH réussissent à bâtir avec le dialogue social et qui est pour le mieux pour l'entreprise. Moi, les entreprises où j'ai pu intervenir ou travailler qui avaient un dialogue social sain étaient vraiment celles qui arrivaient à lancer des projets pérennes et importants, les plus transformatifs pour l'entreprise. Donc vraiment, c'est important et ça repose parfois sur un mauvais outillage de l'ARH. Ce n'est pas une question de compétence, ça peut être une question d'outils et ça peut être aussi une question de réalité à prendre en compte et qu'on sous-estime parfois. Oui, le relationnel, c'est très important dans le dialogue social. Dans le dialogue social, il y a dialogue, évidemment. Mais ça repose aussi, je le répète, sur la qualité de la data, la qualité de l'info qu'on transmet. Donc, on va en parler aujourd'hui. Bon, le dialogue social, ça ne mobilise pas les foules et c'est dommage, on peut le voir aujourd'hui, mais c'est un sujet vraiment important, je l'ai dit, mais je le redis à l'envi dès que je parle de dialogue social. Et dans ce Crosstalk, on va entrer dans le concret avec Max et Coriol, de ce qui se passe vraiment sur le terrain, des apports potentiels de l'IA, de comment on peut transformer une obligation réglementaire en un vrai outil de confiance et vraiment qui renforce les liens entre l'entreprise et les représentants. Et donc, je vais passer la main à Amélie, qui a déjà introduit le sujet, peut-être pendant que j'étais coupée, c'est ça? Alors, dans ce cas, c'est directement à Coriol et à Max qu'on va passer la main. Écoute, merci Séverine. Donc effectivement, tu le disais, on entend beaucoup parler de dialogue social, de data RH, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, mais dans ce contexte justement de ce dialogue social, la data, ça va au-delà d'un sujet technique. Et pour démarrer le webinaire, puisqu'on a déjà effectivement, je vais vous partager l'ambition du jour, je vous propose de bien reposer les bases aussi de l'échange. Et donc je vais commencer avec toi, Max. J'aimerais qu'on commence par mesurer ensemble aujourd'hui ce que ça représente vraiment en entreprise. Et donc, dans ces cas-là, la question que je vais te poser, Léa, c'est simple, c'est dans le cadre du dialogue social, les RH, elles vont manipuler beaucoup de données sensibles et réglementées, on le sait, on en a parlé, vous allez en parler aussi. La question, c'est surtout quels sont les enjeux et les risques qui sont à prendre en compte aujourd'hui si ça se passe et si ça se passe mal sur ces sujets-là. Effectivement, pour se repencher un petit peu sur le cheminement, pour exercer le dialogue social, on doit d'abord répondre à des conditions légales. On doit mettre en place des outils sur lesquels il y a une bonne partie sur laquelle on ne peut pas déroger. Et donc, si on est plus de 11 salariés pendant 12 mois glissants, par exemple, mettre en place son CSE, etc., en fonction des différents seuils que vous connaissez, les plus importants étant à 50, puis à 250 salariés. Il y a différentes obligations, mais aussi des règles de fonctionnement concrètes en matière de dialogue social, des cases dans lesquelles il faut rentrer. Pour pouvoir rentrer dans ces cases, c'est finalement des process, des projets RH, droit du travail à mettre en place, à l'intérieur desquels on va manipuler énormément de données, alors qu'on ne va pas créer pour l'occasion, qui existent déjà. Donc, reprenons notre exemple de l'élection. Les données liées aux salariés, c'est-à-dire son âge, son ancienneté, son collège, donc précisément ce qu'on appelle souvent la catégorie socio-professionnelle, sont des données cruciales qui vont avoir une incidence directe sur le nombre de sièges, sur les listes électorales, sur les personnes qui peuvent être candidates ou non. Et effectivement, le moindre impair sur ces sujets-là peut, dans un premier temps, être utilisé pour une contestation. Et puis, je dirais dans un deuxième temps, le risque principal, c'est tout simplement une annulation et de devoir le refaire. Et puis, je ne donne pas d'exemple sur d'autres cadres
comme la BDESE. Je pense qu'on comprend très bien le sujet de ces données qui existent, qui gravitent. Parfois, elles sont dans l'outil de paye, parfois, c'est le comptable qui les détient, et sur lequel il faut être irréprochable quand on est DRH ou responsable des relations sociales pour pouvoir mener à bien ses propres projets. Donc, c'est quand même assez rare puisqu'on est dépendant finalement de données qui arrivent d'autres personnes, d'autres contextes d'entreprise et sur lesquels nous, on est directement tributaire avec un risque important que le projet tombe à l'eau. Et donc, pour revenir sur ta question, Amélie, à proprement parler des risques, il y a effectivement un peu ce risque ultime du délit d'entrave dont parlait Séverine, mais en pratique, ce n'est pas tellement, nous, celui que j'aime brandir. Il faut être assez réaliste. La probabilité est faible aujourd'hui. Moi, je vois autour de moi, dans les PME, TI ou même grands comptes, on a plus souvent un contrôle fiscal ou un contrôle URSSAF où on va être à risque sur d'autres sujets dans l'entreprise que la façon dont on a mené l'élection. Le vrai risque, il est tout simplement sur en fait l'invalidité des organes qu'on a constitués et donc de ne pas pouvoir utiliser son règlement intérieur parce qu'il n'a pas été contresigné, son CSE parce qu'on ne l'a pas mis en place, qu'il y a des carences ou qu'il est invalide, etc. Je fais souvent l'analogie un petit peu avec l'assurance de la voiture. Finalement, en fait, aujourd'hui, je pense que quasiment personne risque de pouvoir conduire sans ses papiers ou sans son assurance. Si on est contrôlé, puis on dit un petit mot sympa. Enfin, de toute façon, on n'est même jamais contrôlé. En revanche, si on a un accident et qu'on n'a pas d'assurance, c'est un gros problème. Et donc, nous, le vrai risque qu'on voit aujourd'hui, mais y compris sur les toutes petites entreprises, c'est tout simplement l'absence d'organes de CSE ou de BDESE au moment où on en a le besoin. Si je dois citer des exemples concrets, ça peut être des moments qui sont plus ou moins attrayants ou délicats, un PSE, prenant un moment un peu plus positif, la mise en place d'un forfait jour, une politique de télétravail. Et en fait, à ces moments-là, si à cause d'une donnée RH au cours du processus, on n'a pas pu mener à bien l'aboutissement du dialogue social, tout simplement, on se retrouve démunis et donc on passe par d'autres circuits qui peuvent être beaucoup plus complexes ou qui juste peuvent nous empêcher de mettre en place le PSE, le forfait jour, la politique de télétravail, etc. Voilà un peu ce que je donnerais comme risque, c'est d'être démuni de ces outils qui sont nécessaires pour la bonne marche de l'entreprise au quotidien, dans des choses très, très concrètes. Écoute Max, merci beaucoup pour ces premiers partages et les enjeux et que les risques que tu décris aujourd'hui, c'est beaucoup lié à la conformité. Si on suggère d'autres aussi, plutôt sur le sujet de la quantité, de la qualité de la donnée également. Et donc pour aborder cette partie-ci, je me tourne vers toi, Couriol, qui travaille justement sur la centralisation de toutes ces nombreuses données RH. Alors aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention lorsqu'on va manipuler ces données sensibles? Oui, merci Amélie. Déjà, premièrement, je vais effectivement souscrire à tout ce qui a été dit sur le côté essentiel et important de la data RH dans le cadre du dialogue social, dans un contexte en plus où on demande de plus en plus aux entreprises, aux équipes RH de produire des reporting, des rapports légaux. On a évoqué là le sujet de la BDSE, mais après, il y a tous les autres sujets aussi, tout ce qui est bilan social, index égalité homme-femme, et puis le grand sujet d'actualité qui est quand même la directive sur la transparence salariale. Et donc tout ça, ça fait qu'en fait, les équipes RH sont amenées à traiter des volumes de données de plus en plus importants. Et donc pour répondre précisément à ta question sur un peu en tout cas à quoi on doit faire attention quand on traite ces données, moi pour ne pas être très très lent, je citerai 3 points. Le premier point, en tout cas qui est le point de départ avant même de commencer à parler de traitement, de manipulation de la donnée, c'est le sujet sur la disponibilité des données. En fait, le dialogue social, comme ça a été dit, aborde plusieurs aspects, plusieurs aspects RH, que ce soit les effectifs, la rémunération, la formation, la sécurité, la santé au travail. Donc, ça fait un paquet de sujets et donc un paquet de data à analyser. Et on peut des fois avoir l'impression qu'il suffit de demander une information pour avoir une réponse. En réalité, en tout cas, ce que nous on voit sur le terrain, c'est que les entreprises n'ont pas toujours toutes ces données. Donc, nous, on a eu des cas où on fait effectivement quelques petites tensions entre les élus et la direction parce qu'ils ont demandé une information et ils l'ont pas eu. Et des fois, ça peut donner l'impression qu'on cache des informations, etc. C'est juste parce que la donnée, elle n'est pas là, elle n'existe pas, ou elle n'est pas capturée, ou elle n'est pas, en tout cas, structurée et exploitable. Donc, ce point de départ, il est vraiment important de s'assurer en permanence de ce qui est disponible, de ce qui n'est pas, et ce qu'on doit aller capturer
comme données. Et donner cette visibilité, effectivement, aux élus. Donc, il y a plusieurs outils qui existent. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la cartographie des données, qui permet de dire, ben voilà, on a les données de rémunération, on a les données d'absence, les données de formation, on les a, mais elles ne sont pas propres, elles sont sur des fichiers Excel, il faut qu'on les structure, etc., etc. Ça permet en tout cas à tout le monde de savoir qu'est-ce qui peut être en tout cas exploité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que c'est Séverine qui a un peu évoqué et qui est essentiel, hein, peu importe finalement le périmètre du secteur d'activité, c'est la définition et la qualité des données. C'est un sujet qui est central, hein, parce que la disponibilité en elle-même n'est pas suffisante. Faut-il encore que les données soient de bonne qualité et qu'elles soient compréhensibles? Donc, si je commence par exemple sur le sujet de la définition, on le sait en entreprise, des fois les équipes n'ont pas toujours les mêmes chiffres, etc. Et des fois, c'est juste lié au fait qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Et donc, ce point de départ qui est de vraiment bien définir précisément les indicateurs, de dire que voilà, cet indicateur est calculé comme ça, voilà la règle de gestion qui a été appliquée, c'est très important. La difficulté étant en plus c'était Max, je crois. Donc je disais sur la définition, en fait, la difficulté dans la RH, c'est que les indicateurs en plusieurs versions. Si on prend par exemple l'indicateur de base qui est juste l'effectif, il y a l'effectif de départ, l'effectif moyen, l'effectif en fin de période, le nombre de TP. Le nombre de TP, il y a le nombre de TP sur les heures travaillées, sur les heures théoriques, juste un seul indicateur à 6 versions. Et donc c'est très important de vraiment dire de quoi on parle, quelle règle qui est appliquée pour éviter ces incompréhensions. Et puis après, il y a ce que j'ai évoqué sur la partie qualité de la data, où là aussi c'est important forcément parce que si les indicateurs, enfin en tout cas les données qui ont servi à calculer les indicateurs sont pas fiables, et les indicateurs seront faux. Donc c'est très important de pouvoir vérifier ça en amont. Et pour ça, il y a quelques critères qu'on peut regarder. Par exemple, le critère de la récence. Ok, je vois l'indicateur, mais les données qui ont servi à calculer ça datent de quand? Voilà. Il y a les critères de cohérence. Je crois que c'est Max qui l'a évoqué, le côté, la donnée RH, elle est éparpillée dans plusieurs systèmes en entreprise, hein, le SIRH, le SIP, etc. La donnée vient d'où? Est-ce que cette donnée, on va dire, elle est la même finalement suivant les systèmes? Est-ce qu'elle reflète vraiment la réalité, les process en interne? Donc ce côté de cohérence est extrêmement important. Et puis l'autre critère que je pourrais évoquer, c'est l'exhaustivité. Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Est-ce qu'il y a tout le monde dans la donnée qu'on exploite? Donc voilà un peu rapidement sur cette partie qualité de la donnée. Le troisième point, et puis je m'arrête là, c'est sur on va dire la confidentialité, la protection des données. La donnée RH est sensible par essence. Et donc, c'est important que le traitement qui en est fait soit fait effectivement dans un cadre sécurisé, protégé et surtout aussi conforme à la législation. Et donc là, vous voyez venir tous les sujets liés au RGPD, aux recommandations de la CNIL. Je crois que c'est Séverine ou Amélie qui a parlé de l'IA. Il y a aujourd'hui un texte qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'AI Act, qui est un peu l'équivalent du RGPD dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui de plus en plus intégré dans les outils. Donc c'est extrêmement important parce que on le voit, il y a pas mal d'attaques, de cybersécu, des choses comme ça. Donc une fuite de données peut aussi fragiliser le climat social, etc. Donc ce cadre qui protège les données et qui est conforme à la législation est effectivement fondamental dans le cadre du traitement des données. Donc voilà très rapidement, Amélie, ce que moi je peux dire sur cette partie, en tout cas les précautions à prendre dans l'exploitation des données, donc disponibilité, fiabilité et protection. Merci Couriol pour ce partage qui effectivement a ajouté aussi ça que Max a pu partager avant, nous permet aussi de bien comprendre les enjeux qui sont soulevés par le sujet.
on avance un petit peu plus pour rentrer dans le concret, je pense qu'on peut commencer justement par illustrer cet exemple que vous avez cité tous les deux dans les partages que vous avez faits, qui est la BDSE. Max, c'est un sujet, tu m'en avais parlé, hein, que tu vois très très près aujourd'hui sur Issues. Alors, comment est-ce que les entreprises elles la gèrent aujourd'hui dans ce cadre de la data et du dialogue social, et est-ce que un outil qui est vraiment adapté va vraiment changer quelque chose? Alors, ouais, je trouve que c'est un bon exemple pour parler de complexité de data et de projets hyper chronophages, surtout avec le seuil de 50 salariés. Ça veut dire qu'on a une multitude d'entreprises qui sont concernées en ayant quand même peu de ressources, pour être honnête. Comment elles gèrent? D'abord, la plupart, tout simplement, elles ne gèrent pas. Hein. Voilà, faut être hyper transparent, c'est-à-dire que nous, une grande majorité de nos clients éligibles, ils ne mettent pas en place de BDSE, ou en tout cas pas du tout de la manière légale. Il y avait d'ailleurs eu un travail demandé à un groupe de députés à l'Assemblée nationale dans un projet de simplification de l'administratif auprès des PME. La BDSE était un point central en disant tout simplement d'enlever le seuil de 50 et de le faire à partir de 250 salariés. Ça n'avait pas été retenu parce que du côté des syndicats, on est conscient que c'est une boussole utile quand elle est bien réalisée pour une négociation un peu rééquilibrée. Mais il faut quand même avoir conscience qu'en pratique, c'est un défi qui est pas très loin d'être impossible à relever, notamment pour les PME. Ça, c'était pour partager un peu l'état de l'art de ce qu'on retrouve en pratique. Dans celles qui le font, aujourd'hui, c'est beaucoup avec des outils manuels, des choses qui posent des problèmes d'utilisation, de mise à jour avec la récurrence des données. Donc, on a des trucs qui datent énormément, de liens qui sont cassés, énormément de temps pour la mettre en place le day one et pour la mettre à jour tous les trimestres ou tous les ans. Il y a peu d'outils métiers. Hein. Concrètement, on fait ça avec, il y a encore pas longtemps, avec un classeur rangé dans la bibliothèque des équipes RH. Et aujourd'hui, au mieux, avec un fichier Excel truffé de liens dont la moitié marche plus tellement. Il y a un élu qui a voulu consulter puis qui a décalé des colonnes ou qui a masqué des trucs. Et c'est pas vraiment de sa faute parce qu'en fait, juste l'outil est pas métier, encore une fois. Donc, les problèmes dans ces cas-là, c'est encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de manquer concrètement sur le terrain, d'être démuni de cet outil, qui est une boussole. Donc, ça se passe surtout au moment des négociations, que ce soit les consultations, les NAO, d'autres moments de négo qui ont été imposés par l'entreprise, les trois temps forts de négociation Repsamen qu'on connaît. Il y a une grande partie des indicateurs de la BDSE qui permettent quand même aux discussions d'avancer beaucoup plus vite parce qu'on a déjà un rééquilibrage de l'information. Orientation stratégique d'entreprise, situation économique et financière et la politique sociale. En fait, si on n'a pas, alors la BDSE, peu importe, si on n'a pas les données importantes sur l'entreprise, du côté des élus, on a un retard à rattraper. Si on cherche à rattraper ce retard-là au moment des négociations, ça rend le projet tout simplement hyper chronophage, coûteux pour l'entreprise, hein, puisque le CSE est dans le droit de demander une expertise que l'entreprise est obligée de payer et ça fait des longs rapports qui arrivent à ce moment-là. Si on a une BDSE clean et des données accessibles, on est plus dans le vif du sujet et on mène la négo directement. Donc ça, ce sont vraiment les risques à retrouver quelque chose ensuite de très poussiéreux, très long, où on va un peu épuiser les parties prenantes sur le rééquilibrage de l'information et pas sur la négociation. Concrètement, aujourd'hui, il existe des outils comme le nôtre et d'autres, bien sûr, en tout cas des manières d'organiser la BDSE facilement, d'avoir accès. Ce qu'on recommande, nous, au-delà des outils, c'est aussi de se pencher sur le contenu de la BDSE. On a la chance que le droit du travail soit quand même assez malléable. On peut, avec un accord, signer un délai une fréquence de mise à jour des informations ou une structure aménagée, qu'on respecte les 9 rubriques du cadre légal. On va à l'intérieur pouvoir utiliser, enlever ou ajouter des indicateurs qui nous sont propres. Hein, je pense à une start-up ou un cabinet de conseil tertiaire, on va peut-être mettre beaucoup moins de choses sur les accidents de travail et plus de choses sur la santé mentale des entreprises. Inversement, pour des entreprises qui travaillent dans les chantiers ou la mise à disposition, nous on a vu des gens ajouter des indicateurs sur le nombre de salariés, le nombre de jours en intermission pendant une année, etc. L'idée, c'est d'avoir une BDSE qui ressemble et qui soit
concrètement utile. Et ça, en fait, on peut le faire avec un accord, en mettant en place une structure. Et au lieu peut-être des 110 indicateurs qui sont obligatoires à moins de 300, on va en retrouver 70 ou 80 qui sont vraiment parlants. Donc ça, c'est notre recommandation très souvent, nous, d'avoir une approche intelligente et je dirais moins subie de la BDSE. Hein. Au-delà d'avoir un super outil, il faut aussi avoir une structure, un contenu qui nous corresponde, pour qu'après, on ait cette boussole au quotidien avec l'utilité que j'ai décrit au moment des négociations. Écoute Max, merci pour ces partages et cet éclairage, en tout cas sur cet outil effectivement et cette BDSE dont on entend beaucoup parler, qu'on retrouve en entreprise sous différents formats. Hein, tu le disais juste avant. Et Courriel, je me retourne de nouveau vers toi. Tu le vois aussi beaucoup de ce côté fichier. On te le mentionne aussi également sous formats différents. On parlait aussi beaucoup de fichiers Excel dans ce traitement-là qui est assez classique. Au-delà du constat que Max a pu nous partager aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce que tu vois auprès de tes clients, justement, qu'est-ce qu'ils attendent d'un bon outil sur cette partie traitement de BDSE? Oui, oui, je confirme. Juste te mettre en mute. Oui, effectivement, je disais que j'étais d'accord avec ce qu'a dit Max sur le côté où aujourd'hui, effectivement, les traitements sont très, très manuels dans la production des reporting RH, en l'occurrence sur la BDSE et autres. Je crois qu'il y a un chiffre là-dessus. Je crois il y avait un baromètre, en tout cas une enquête qui était sortie l'année dernière qui disait qu'en fait 67%, je crois, donc un peu plus de 2/3 les équipes RH des entreprises qui utilisent Excel en fait pour la production de leur rapport et de leur reporting. Donc voilà, c'est assez considérable. Et Excel résiste malgré toutes les innovations, l'IA, etc. Ça reste effectivement l'outil le plus populaire, en tout cas dans le monde de la RH, dans la production des indicateurs sociaux. Excel, c'est très bien, ça a pas mal d'avantages. Effectivement, la simplicité, le côté disponible tout de suite, etc. Mais ça a aussi ses limites, et Max l'a un peu évoqué, dès qu'on commence effectivement à traiter des volumes de données très importants, produire des rapports denses comme la BDSE, les bilans sociaux, etc. Ça commence effectivement à montrer ses limites, et notamment aussi dans le cadre de la conformité, parce qu'on parle quand même des rapports légaux, donc il y a quand même un besoin minimum d'exigence, de traçabilité, de ce qu'on appelle le versionning, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir remonter à des versions différentes dans le temps. Et donc tous ces sujets-là sont quand même extrêmement importants. Donc je pense que voilà, Excel, c'est très bien quand on veut faire des calculs rapides sur des scopes un peu légers, mais dès qu'on arrive à des rapports très denses, très sérieux, etc., je pense que se tourner sur un outil qui optimise un peu tout ça est en tout cas à recommander. Après, tu m'as posé la question sur les outils, ce que nous on voit sur le terrain. En tout cas, moi, il y a un premier aspect, en tout cas un premier élément qui m'a souvent remonté, c'est l'automatisation. On parle souvent de ça, en tout cas dans les échanges que j'ai avec les équipes RH, et ça c'est cohérent avec le chiffre des 2/3 qui utilisent Excel, puisque Excel, il y a tout ce côté chronophage, etc. Et donc les équipes RH, comme elles sont, on le sait, surchargées, avec pas mal de traitements, d'activité qui est dense, etc., ont besoin des outils qui leur permettent effectivement de gagner du temps, d'aller très très vite dans le traitement de la donnée. Donc ce besoin d'automatisation, il est récurrent, je l'entends en tout cas assez souvent dans les discussions, dans les échanges que j'ai à la fois avec des DRH ou les équipes opérationnelles. Après, le deuxième en critère, en tout cas, ce que j'entends souvent aussi, c'est la flexibilité de l'outil. Parce qu'on fait des démos, etc. On me dit, ok, très bien, tout ce que tu me montres là, mais est-ce que moi je peux le personnaliser? Est-ce que je peux intégrer mes propres critères, etc. Donc il y a ce besoin-là que en fait, ce soit pas l'entreprise qui s'adapte à l'outil, mais plutôt l'outil qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. Donc ce côté de flexibilité, il est extrêmement important. Et puis le dernier, je l'ai déjà dit précédemment, en tout cas dans le cadre précis du traitement de la donnée, ça revient effectivement assez souvent aussi, c'est la fiabilité
l'idée. Finalement, on a besoin, puisque là, en plus, on est dans le cadre d'un dialogue social, donc plusieurs parties prenantes, on a vraiment besoin que les indicateurs qu'on consulte reflètent vraiment la réalité, qu'elles ne soient pas erronées, et qu'elles ne biaisent pas effectivement la lecture qu'on peut en faire et les décisions qu'on peut prendre. Donc, cette notion de fiabilité de la donnée, que l'indicateur, à côté de l'indicateur, il y ait un score qui donne un peu le niveau de qualité de la donnée, est quelque chose qui est effectivement demandé. Voilà. Écoute, merci Courriel pour ces informations et tous ces partages, voilà, ces remontées terrain. En tout cas, ça nous a permis vraiment de pouvoir poser les enjeux, de partager aussi ces cas concrets avec ce que Max a pu partager juste avant également. L'idée aujourd'hui maintenant, c'est dans cette dernière étape, un petit peu, si on continue notre route dans cette session, c'est de pouvoir passer à cette dernière étape qui est aujourd'hui le passage à l'action. On a parlé de ce que ça impliquait, on a parlé voilà, de comment est-ce qu'on va le mettre en place aujourd'hui. Si on veut passer à l'action concrètement, comment est-ce qu'on fait? Et donc Max, je me tourne une nouvelle fois vers toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux RH qui justement veulent franchir le pas? On parlait des outils, ce qui est important, mais donc comment les choisir et surtout aussi comment est-ce qu'on évite de se retrouver tout seul, ce que tu disais aussi tout à l'heure, face à la complexité de la donnée et forcément de toutes les implications qu'il y a également avec. Effectivement, d'abord, je voudrais avoir un message pour convaincre les RH de se lancer dans les projets. Tu partais du postulat qu'ils sont convaincus, mais c'est pas ce que je retrouve autour de moi au quotidien, et je peux vraiment pas leur jeter la pierre, puisque ces projets sont colossaux, et surtout quand on est en PME et que je vois la diversité des missions et des objectifs d'une équipe RH, c'est sûr que c'est très compliqué de tout faire tenir dans la même journée. Et puis concrètement, ça demande, même si on a un peu la bande passante, des compétences qui sont quand même diamétralement différentes. Il faut passer du recrutement à la paye, la GPEC, et puis là, hop, du droit du travail en matière de relations sociales. Donc la première chose, c'est que je veux les convaincre de s'y lancer. Je reviens sur les risques qu'on partageait tout à l'heure avec Séverine, qui sont réels, et c'est trop tard une fois qu'on y est confronté, quoi, hein. Encore une fois, pas tellement le délit d'entrave, mais vraiment le principe de ne pas avoir de BDSE dans la négo ou d'élection, alors qu'on a un forfait jour ou un PSE à mettre en place. Donc d'abord les convaincre de se lancer, ensuite de le faire avec des outils, évidemment, ça, très honnêtement, c'est pour le coup assez acquis aujourd'hui, et nous on n'a pas trop à militer pour ça, puisque quand les RH viennent déjà nous voir en étant convaincus que s'ils se lancent tout seuls, ça va leur prendre énormément de temps. Par exemple, quand on chiffre la préparation de l'élection, le rétroplanning, la rédaction du PAP et les étapes qui suivent, pour une structure de moins de 100 salariés, c'est environ 20 heures. Quand on le fait avec QuickShoes, c'est 1h30. Donc si vous voulez, le temps, si on chiffre en euros, le temps passé sur le projet, c'est 5 ou 10 fois notre prestation. Donc l'idée de convaincre de ne pas le faire tout seul et de prendre un outil, ça c'est assez facile, et je pense que les messages ils sont essentiellement sur le temps passé, honnêtement. Ne vous lancez pas solo, il faudrait être grosso modo 0,5 ETP dans une entreprise de moins de 80 salariés pour gérer tous ces projets de relations sociales. Donc il faut le faire avec des outils. Et après, sur le choix des outils, qui était donc la dernière partie de ta question, Amélie, moi j'insisterai juste, et je reprendrai pour ça un peu les mots, l'expertise de Courriel, pour avoir des outils techno, certes. Aujourd'hui, il y en a plein, il y a des outils qui marchent bien. Excel, par exemple, est un très bon outil en tant que tel, mais de ne pas se contenter d'outils qui sont uniquement tech, et d'avoir vraiment des outils qui ont une expertise, une intelligence métier. Et donc c'est là, par exemple, qu'on va tout de suite exclure Excel de la liste. Oui, Notion et Slack sont des bons outils en startup. C'est pas des outils pour faire des relations sociales et des RH. Prenez des outils qui ont de l'intelligence métier, qui ont été construits par des professionnels de relations sociales, avec lesquels il y a des équipes qui pourront vous répondre. Le droit du travail, c'est certes de la théorie et donc des compétences. Nous, par exemple, on les a chez QuickShoes, mais c'est surtout en fait des retours pratiques. Donc des gens qui connaissent les jurisprudences, qui observent des dizaines et des milliers de procédures en droit du travail toutes les semaines. Voilà, donc faites juste attention de mélanger les deux expertises, et je dirais presque, j'ai pas envie de dire que l'expertise tech est pas importante, mais aujourd'hui, honnêtement, il y en a plein. C'est facile, et surtout à l'ère de l'IA, d'avoir des outils tech bien conçus. Donc peut-être dans votre grille et votre benchmark, faites attention à l'expertise métier. On sent très vite, si on parle des gens qui sont des professionnels des relations sociales, ou s'il y a des gens qui viennent juste des mondes de la tech et qui ont découvert le sujet il y a 6 mois, quoi. Voilà, faites attention à ça, je pense, dans l'analyse. C'est probablement ce qui est le plus important.
Écoute, merci Max, encore une fois, pour tous ces éléments que tu as pu nous partager. Hein. Donc, comme tu le disais, choisir aujourd'hui le bon outil, c'est vraiment ce qui est important, ce qui va pouvoir aider au-delà justement de réussir déjà à vouloir se lancer. Mais dans cet outil, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Choisir le bon, c'est bien. Choisir celui qui est adapté à son contexte. Hein, tu l'as expliqué, différentes tailles de boîte, différentes structures aussi qui vont forcément nécessiter des choix différents. C'est forcément toujours mieux. Et donc là, je me tourne vers toi, Courriel, pour terminer. Si on veut venir structurer cette data plutôt sur la partie structuration, effectivement, de la data, comment est-ce qu'on va valider qu'on est sur le bon niveau d'outil par rapport à notre échelle, au-delà d'avoir un outil qui est intéressant, et surtout quels sont les critères à prendre en compte pour pouvoir l'adapter au contexte de l'entreprise, qui est le plus important forcément aujourd'hui. Oui, non, mais effectivement, je vais compléter ce qu'a dit Max, qui a tout à fait raison sur le côté, aujourd'hui, il va arrêter trop de discuter, mais à créer des outils, il y en a plein sur le marché. Moi, je dis toujours que ce qui est important, c'est le besoin. C'est toujours de partir du besoin. Quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous voulez automatiser le reporting RH? Est-ce que vous voulez piloter votre stratégie de rémunération? Est-ce que vous voulez faire des projections de masse salariale, etc. Être au clair sur le besoin, et ça va vous aider à choisir le bon outil. Et dans ce process-là, dans ce workflow-là, je pense qu'il y a une étape qui est importante. En tout cas, nous, c'est ce qu'on systématise de plus en plus chez Staffdesk, c'est cette phase de pilote, cette phase de test avant un déploiement à grande échelle. C'est-à-dire, voilà, on a l'outil qu'on pense être potentiellement le bon. Testons-le d'abord sur un périmètre de cas d'usage, sur une temporalité donnée, avec des critères de succès définis pour s'en convaincre, en fait, pour être vraiment convaincu que c'est le bon outil qu'il nous faut. Donc cette phase-là, elle est importante, et puis ça permet aussi de voir un peu l'accompagnement des équipes, le côté expertise métier, etc., pour valider aussi que on n'a pas que l'outil, derrière on aura aussi des humains qui vont être avec nous, qui vont nous aider justement dans son utilisation, en tout cas au quotidien. Ça, c'est le premier point. Sur l'aspect données RH, data RH que tu as évoqué, je pense que c'est ce que j'ai un peu dit avant. C'est en fait, ce qui est important, c'est vraiment ce côté, cet aspect de qualité de la donnée qui est vraiment, en tout cas, le sujet essentiel quand on exploite la donnée, on exploite les indicateurs, de s'assurer que la donnée, effectivement, elle est propre, elle est fiable, qu'on peut l'exploiter pour prendre des décisions et en tout cas, dans le cas du dialogue social, avoir une bonne lecture de la réalité. Sur l'outil en lui-même, je vais m'arrêter là. En tout cas, de tous les critères qu'on a évoqués, de simplicité, etc. Je pense que, notamment dans le cadre du dialogue social, puisque c'est le sujet du jour, ce qui est important aussi, à mon sens, c'est ce côté collaboratif. C'est-à-dire que l'outil puisse permettre que plusieurs équipes puissent travailler ensemble sur le même socle. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est bien de valider ça aussi. Après, ça dépend effectivement un peu du cahier des charges et ce que souhaite l'entreprise. Si l'entreprise souhaite partager des éléments aux élus directement dans le même outil, cette partie collaborative est effectivement essentielle dans les critères de choix de l'outil. Donc voilà. Écoute, merci Courriel pour cette conclusion qui a permis de vraiment remettre en lumière un peu tout ce que vous avez dit sur cette partie réellement. On est arrivé donc sur la fin de cette partie. L'idée est de pouvoir passer au temps de questions-réponses. Donc j'invite tous les participants qui nous regardent, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, donc à Max et à Courriel, de pouvoir les poser directement en commentaire, de manière à qu'on puisse les adresser et les poser directement avec vous. Et le temps que ces commentaires soient remontés, ce que je vous propose, Max et Courriel, c'est de répondre peut-être à une dernière question, un petit peu pour résumer tout ce que vous avez pu nous partager là aujourd'hui sur ce sujet, qui était comment exploiter la data RH pour faciliter le dialogue social. Si vous deviez donner chacun peut-être un dernier conseil, vraiment en une minute, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui pour un RH qui veut se lancer? Qui veut commencer? Je crois que c'est Alors, Max. Victor Mute.
Pardon, oui, je disais que je peux y aller si tu veux, Amélie. Non, en prenant un petit peu de recul, je dirais simplement faites du dialogue social. C'est compliqué de faire des RH évoluer et aboutis sans le dialogue social. Lancez-vous. C'est pas si compliqué. Il y a des experts, des outils, des gens qui sont là pour vous accompagner autour de vous. Mais si on démarre de façon très artisanale, frugale, hein, commencez par prendre les retours de vos pairs autour de vous, comme on le fait très souvent sur d'autres problématiques quand on cherche un outil de paye ou un sujet sur les évaluations annuelles. Vous pourrez avancer, c'est pas si opaque que vous le voulez croire, et le monde des RH vous le rendra bien. Le dialogue social, c'est pas juste organiser un séminaire à la mer et mettre des baby-foot dans l'entreprise. Il y a plein de choses à faire, que ce soit un levier puissant. Ouais. Moi, comme j'ai beaucoup insisté sur l'aspect qualité, je vais conclure là-dessus pour être cohérent. Donc, conseil pratique, par exemple, pour, on va dire, avoir un outil très rapide en interne pour suivre un peu la qualité, la définition de l'indicateur. Il y a une notion qu'on appelle de dictionnaire de données. C'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Là, pour le coup, on parlait d'Excel. Ça peut être fait sur Excel. C'est un fichier avec 2-3 colonnes, l'indicateur, la définition de l'indicateur, comment ça a été calculé, et puis calculer ce qu'on appelle le score de qualité de la donnée. Donc, en fait, ça mixe les différents critères que j'ai évoqués sur la récence, la cohérence et l'exhaustivité. Ça vous permet, quand vous analysez un indicateur, vous avez à côté la définition de l'indicateur et à côté son degré de qualité, de fiabilité. Donc voilà, c'est ce que je peux en tout cas vous conseiller en termes pratiques pour suivre ces sujets importants de qualité et de fiabilité. Eh ben, écoute, merci Couriol, et puis même chose pour toi, hein, Max, merci beaucoup pour ce dernier conseil. Alors, il n'y a pas de questions spécifiques qui ont été posées, je pense que vous avez été très très clair avec tout ce que vous avez pu nous partager. Juste peut-être une remarque d'Élise qui s'est alignée à ce que vous avez pu expliquer un petit peu plus tôt, notamment sur Excel, hein, comme quoi c'est un outil qui résiste dans beaucoup de services aujourd'hui, hein, qui préfèrent l'utiliser plutôt que d'implémenter des nouveaux outils peut-être un petit peu plus lourds. Voilà, c'était pour vous partager un peu ce retour qui s'aligne avec ce que vous nous disiez un petit peu plus tôt. Et donc, vu qu'il n'y a pas de questions, je vous propose d'avancer et donc de terminer ce webinaire. Donc, merci à tous les deux, Couriol, Max et puis également Séverine, pour votre participation aujourd'hui. On espère vraiment qu'on aura pu vous accompagner et vous aider à vous inspirer sur ce sujet. Ça a été un plaisir, Max et Couriol aussi, de vous accueillir aujourd'hui. Et puis rapidement, avant de vous conclure, je voudrais vous partager le prochain événement qu'on a, nous, au Lab RH. On aura le plaisir de vous retrouver le 18 juin prochain lors de notre prochain événement qui, cette fois-ci, sera en présentiel. C'est notre 3e Morning Lab de l'année qui sera organisé dans le cadre de Vivatech et donc au Novotel de la Porte de Versailles avec pour thématique l'IA, ce nouveau collègue, comment est-ce que s'invente la collaboration de terrain. Donc, ce sera avec plaisir de vous y retrouver. N'hésitez pas à vraiment prendre votre place. Et voilà, sur ce, on espère vous retrouver bientôt dans un prochain. Amélie, il y a eu une question qui est apparue. On peut peut-être la prendre rapidement sur l'intégration SIRH. Je peux prendre, puis je laisserai Couriol répondre aussi, parce qu'en fait la question s'adresse à nous deux. D'abord, je voulais aussi rejoindre le point d'Élise, Excel persiste, aussi parce que je pense qu'on a eu quand même une longue époque, j'espère qu'elle soit révolue, pendant laquelle les outils qui permettaient d'en sortir étaient trop lourds à mettre en place. Donc ça, c'est vrai, elle a raison sur la cause, et sur le terrain, je l'ai constaté. Tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu vite en disant qu'il y avait beaucoup d'outils tech assez simples et qu'il fallait entrer sur l'expertise métier. Nous, dans le dialogue social, on a vu aussi beaucoup d'acteurs arriver plutôt de l'expertise métier. C'est des bons professionnels des RH et de relations sociales, mais qui ont peut-être cru que la tech, c'était un peu trop facile et qu'on créait des logiciels sans être des gens du monde de la tech. Et donc, on finit avec des trucs en noir et blanc qui marchent pas très bien, qui sont hyper lourds et fastidieux à mettre en place, qui parfois peut-être qui ont été conçus pour des grands groupes et qui marchent bien pour un grand groupe, et ils essayent de vendre ça à une PME de 80 salariés. C'est juste pas du tout adapté. Sur la BDSE, je sais de quoi je parle. C'est une erreur et un risque. Donc voilà, j'espère qu'on soit dans une époque où il y ait beaucoup plus d'outils qui soient fluides, hyper adaptés, pas très chers, rapides à mettre en place, pour le point d'Élise. Et sur nous, l'intégration SIRH. Alors, au début, la roadmap, c'est un truc sur lequel on a énormément insisté. On s'est dit, on va être intégré avec plein d'SIRH. Et en fait, ils avaient tous des systèmes différents et on n'avait pas vraiment de 80-20 non dans la répartition du marché.
en paye, on avait les startups sur Payfit, ensuite quand même beaucoup de monde avec des grands groupes. Enfin, donc ce qu'on a fait, c'est plutôt d'avoir un système d'import des données via des fichiers plats CSV qui sont très simples et qu'on peut sortir de n'importe quel outil en 2 clics pour pouvoir l'importer chez nous. Donc il y a toujours un point manuel, mais qui maintenant demande 2 ou 3 clics. Plutôt que de pousser très loin des intégrations. On a une intégration assez aboutie avec Lucas, qu'on connaît bien, avec qui on s'entend bien, mais c'est tout. Sinon, on travaille plutôt par export-import de fichiers plats, notamment quand on constitue la liste électorale. Et puis ici, non pardon, j'oublie, celui qui est au-dessus de tous les outils SIRH, qui est génial pour nous sur la BDSE, c'est la DSN, puisque de toute façon, tout le monde doit rentrer dans les cases du même format. Et donc, dans ce cas, c'est l'export-import de la DSN qui permet d'avoir automatiquement 40 indicateurs à peu près, la BDSE, toute la partie sociale, la parité, l'équilibre homme-femme, le turnover, le nombre de stagiaires, les rémunérations. Tout ça, ça vient de la DSN. Donc, en fait, c'est entre guillemets by design une intégration avec l'ensemble des logiciels de paye du marché, puisque tous répondent déjà à ce marché, à ce format de données. Oui, de notre côté, Staff Desk, effectivement, on a effectivement ces 2 approches-là, l'intégration avec les SIRH, les SIRH connus du marché, les Nivelis, les Cegid, les Lucas, par exemple YEP aussi, qui est un des derniers, un SPay qui est sorti en France, Silae, etc. Et puis, il y a aussi cette partie DSN. On a quand même la chance en France d'avoir ce fichier-là qui est normalisé, qui sort de tous les outils de paye, ce qui permet finalement d'être plus ou moins autonome par rapport aux API directs avec les outils RH ou les outils de paye. Donc voilà, c'est pareil, on souhaite import de DSN ou connexion directe avec les outils existants. Merci Max et Coriol pour la réponse à cette question qui est arrivée juste à la fin. Donc c'est super que vous ayez pu y répondre. Et donc vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on termine ici. On est très content de vous accueillir pour cette session. On espère vous retrouver bientôt. Et on vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée. Merci. Merci. Merci à tous.